Tu sais que tu as un ancêtre célèbre qui s'appelait Karl Weiss qui a assassiné un politicien, je sais pas trop. Ouais, j'ai vu ça, mais je sais pas c'est qui. J'ai aucune attache, j'ai aucune idée c'est qui. Et moi, j'ai assassiné personne, puis en tout cas, j'ai pas assassiné personne non plus. Alors, surtout Mon pas les homonyme. policiers. Ouais, Mon c'est ça. homonyme. Non, non, c'est ça, c'est des gens qui me disent, ils m'ont dit ça, ils ont dit, quand tu googles, là, surtout aux États-Unis, là, Ouais. c'est un gars qui a assassiné, je sais pas qui, le sénateur de la Louisiane, une affaire de même. Puis ils l'ont assassiné sur le champ, je pense que j'ai lu, ils l'ont criblé de 60 balles. Donc... Ah bon. Alors, tu vas voir, mais s'il a mal fini, alors, moi, je vais Mais pas je faire la même pense que carrière. le type, le sénateur, avait retiré, c'était pour le père, je pense, c'était pour le punir pour quelque chose qu'il avait fait à son père, là, qui était Karl Weiss Senior. Là, Ah, ok. Bon, écoute, on se lance. Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Bonjour, je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Nous sommes au mois d'avril 2022, au début de la 6e vague de la pandémie de la COVID-19. Et je trouvais tout à fait opportun de recevoir une sommité en la matière, soit le docteur Karl Weiss. Karl, bonjour. Oui, bonjour Jean-Pierre, ça me fait plaisir d'être là. C'est gentil, merci de te joindre à moi en fin de journée. Le hasard veut que je sois actuellement confiné à cause de la COVID, donc c'est vraiment le scénario idéal pour m'entretenir avec toi. C'est pour ça que j'ai une petite voix peut-être un peu nasillarde. Je vais prendre quelques instants pour te présenter. Tu me corriges si je fais des erreurs ou des oublis. Tu es gradué en médecine de l'Université de Montréal en 1989. Tu as par la suite complété une formation en maladies infectieuses et microbiologiques à l'Université de Montréal. Tu es titulaire d'une maîtrise en épidémiologie clinique. Tu travailles actuellement à l'Hôpital général juif de Montréal, ce qu'on appelle communément dans le jargon québécois le Jewish. Tu es professeur à la faculté de médecine de l'Université McGill et également à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Tu es chef donc de la division des maladies infectieuses au Jewish. Tu as été invité à présenter dans plus de 500 conférences, à la fois au niveau national et international, plus de 400 abrégés et articles à ton actif. Et tu es également président de l'Association des médecins microbiologistes et infectiologues du Québec, donc ce qu'on appelle l'AMIC, et c'est d'ailleurs là qu'on a le privilège de se croiser à l'occasion lors des assemblées syndicales, mais aujourd'hui, on ne parle pas de syndicats, on parle donc de toi, puis on parle également de la pandémie, là, qui est vraiment un sujet d'actualité. Je commencerai par citer ton site web. Donc, sur le site de l'AMIC, tu mentionnes l'âge d'or de l'antibiothérapie nous a laissé croire à une victoire rapide et définitive sur les micro-organismes infectieux. L'actualité des dernières années nous a rapidement ramenés sur Terre. Plus que jamais, l'espèce humaine est menacée par de nouveaux pathogènes infectieux en émergence. Alors, c'était quand ça, l'âge d'or de l'antibiothérapie du point de vue d'un spécialiste comme toi? Ben, écoute, moi j'ai évidemment un biais pour les maladies infectieuses et je dis Oui, toujours que les maladies infectieuses ont façonné l'histoire et tout à fait. donc on est la résultante de toutes les épidémies et pandémies du passé qui ont fait qu'on est là aujourd'hui et on pourra même discuter de comment certains ont montré que la peste de 1347-1351 qui a tué le tiers de la population européenne a amené les Européens finalement à plus tard perfectionner toutes sortes de choses, à modifier la société européenne et a permis aux nations européennes de se lancer à la conquête un peu du monde. Et donc, la raison pour laquelle les gens sont arrivés en Amérique du Nord, c'était cette épidémie de peste jusqu'à un certain point. Alors, qu'est-ce que c'était l'âge d'or des antibiotiques? C'est que les antibiotiques, avec la découverte de la pénicilline, donc dans les années 30 et surtout son utilisation dans les années 40 durant la Deuxième Guerre mondiale, et pour toi qui es chirurgien, tu sais très bien que les gens, ils s'infectaient la plupart du temps après des plaies donc traumatiques, Tout et à fait. souvent c'est ça qui les entraînait, qui les tuait. Et donc l'arrivée de la pénicilline a complètement changé la donne en diminuant de façon très importante la mortalité post-opératoire des gens qui étaient opérés pour des blessures de guerre. Et après l'arrivée de la pénicilline, un nombre important d'antibiotiques ont été développés. Et donc dans les années 70, début des années 70, on se disait
aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelait le Surgeon General qui avait dit, avec l'arrivée de tous ces antibiotiques, mais aussi des vaccins, on voit que les maladies infectieuses vont quasiment disparaître. Alors, c'était très, je dirais, osé jusqu'à un certain point de dire des choses pareilles, parce qu'on s'aperçoit que depuis les années 70, beaucoup de maladies infectieuses sont arrivées, beaucoup de virus. Le sida a été, le virus du VIH en a été un, mais il y en a eu beaucoup d'autres, les hépatites. Et surtout, les bactéries, c'est des êtres vivants qui ont appris à se défendre contre les antibiotiques. Et donc, en se défendant contre les antibiotiques, l'efficacité de beaucoup de ces antibiotiques qui ont parfois été surutilisés a diminué avec le temps. Et là, on est dans une espèce de course entre, d'une part, les nouveaux antibiotiques qui doivent arriver et d'autre part des bactéries qui deviennent de plus en plus résistantes. Et il y a, moi je dis toujours, il y a plusieurs choses qu'il faut regarder. La première chose, on est un village global, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec l'avion, nous sommes à 24 heures de n'importe quel point sur la planète. Donc, quand il y a des éclosions de nouvelles souches résistantes à un endroit du monde, surtout en Asie, ces souches-là peuvent être rapidement introduites dans notre environnement. Donc, la résistance aux antibiotiques, ça devient un phénomène mondial. Deuxièmement, la pression des antibiotiques, c'est pas juste humaine, elle est aussi dans le monde animal. Donc, tous les antibiotiques qu'on utilise en agriculture, par exemple, vont avoir un impact sur la résistance aux antibiotiques. Et donc, une utilisation à l'échelle planétaire, que ce soit pour l'aquaculture, donc les poissons, mais aussi en agriculture et parfois même comme des antibiotiques dont on va asperger des fruits, des légumes, etc., ou des antifungiques. Tout ça finit par avoir un impact sur l'écologie de la résistance aux antibiotiques. Et on le sait bien, sans antibiotiques, on ne pourrait pas faire des chirurgies complexes. Je pense que tu es bien placé pour le savoir. On ne pourrait pas faire des greffes d'organes, par exemple. On ne pourrait pas faire non plus des greffes tout court. On ne pourrait pas donner de la grosse chimiothérapie et on ne pourrait pas donner des médicaments biologiques qu'on appelle à beaucoup de gens. Donc, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en médecine, beaucoup, on le fait et on est de plus en plus, je dirais, capable de faire des choses parce que justement, on a des antibiotiques au cas où on aurait une infection. Donc, si on n'a plus ces outils-là, est-ce qu'on va avoir de la difficulté, par exemple, à mettre des prothèses de hanches, des prothèses de genoux, des prothèses aortiques, des prothèses cardiaques, etc., etc. Parce que si les gens s'infectent et on n'a plus les bons antibiotiques, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, c'est le gros défi. C'est en effet la résistance aux antibiotiques. C'est pas juste moi qui le dis, mais c'est même le CDC aux États-Unis et donc qui dit que un des plus gros défis de la médecine pour l'Amérique du Nord d'ici les 20-30 prochaines années sera l'émergence de toutes ces bactéries résistantes. Mais en même temps, ce qu'on vit actuellement est causé par un virus. Est-ce que globalement, on pourrait dire que les virus causent une plus grande ou une plus petite menace que les bactéries là, à l'échelle de la planète, ou c'est une question qui est trop complexe? Non, pas du tout, mais c'est intéressant parce que justement, on dirait qu'il y a une compétition entre les deux. Qui va être le plus méchant? La réalité, c'est que les bactéries, il y en a beaucoup. On est capable de mieux les isoler. On est meilleur pour isoler des bactéries que pour isoler des virus. Mais les virus, jusqu'à un certain point, sont capables de muter et de s'adapter beaucoup plus rapidement que les bactéries parce que ce sont des êtres beaucoup moins complexes et beaucoup moins sophistiqués qu'une bactérie. Une bactérie, c'est à peu près 1000 fois ou entre 1000 et 10 000 fois plus gros qu'un virus. Donc, et c'est un être qui peut être autonome, c'est-à-dire une bactérie n'a pas forcément besoin de quelque chose pour pouvoir se multiplier. Les virus, il ne faut pas oublier que si on prend un virus, on les met sur une table, au bout d'un moment, ils meurent parce qu'ils ont besoin d'un appareil cellulaire, d'un organisme étranger pour se multiplier, que ce soit une bactérie, que ce soit un végétal, que ce soit un mammifère, peu importe. Donc, les virus ont besoin de nous pour se multiplier alors que les bactéries peuvent être autonomes. Et donc, cette adaptabilité des virus fait qu'ils sont beaucoup plus, je dirais, difficiles à contrôler. Alors, les virus dans l'histoire là, récente, les virus ont été plus problématiques que les bactéries. Mais les bactéries, dans notre histoire humaine, la peste, c'est une bactérie, le choléra, c'est une bactérie. Donc, on a eu beaucoup de pandémies, entre guillemets, collées à des bactéries. C'est pas pour rien que dans notre, je dirais, même dans notre langage populaire, là, quand on parle, on dit la peste, on utilise la peste comme étant quelque chose de très négatif, hein, quand on dit quelle peste ou etc., ou c'est une peste. Donc,
ça vient finalement de ce que la peste a causé à l'espèce humaine pendant Tout à fait. des milliers d'années. Tout à fait. Mais en même temps, j'ai l'impression, en tant que profane dans ce domaine, à plusieurs égards, on doit vivre avec des bactéries. On a besoin des bactéries dans notre tube digestif, notre flore cutanée. Même on a appris en chirurgie parfois à ne pas trop affaiblir ces flores-là avec les préparations préopératoires. Hein. Tu sais très bien qu'antérieurement, on était très agressif sur les préparations de l'intestin. On était très agressif aussi sur la préparation de la peau avant les incisions chirurgicales. Puis on s'est rendu compte qu'on venait débalancer un peu cette flore-là. Est-ce que je me tromperais en disant que du côté des virus, il n'y a pas de bons virus? Ça, c'est complètement inutile, un virus, pour un être humain par rapport à notre flore bactérienne, ou c'est, encore une fois, c'est trop simpliste? Ben, je dirais que c'est un peu simpliste, mais ce que je viens de dire là, c'est extrêmement important parce que le microbiome, donc ce qui est nos bactéries, joue un rôle extrêmement important. Et on a beaucoup négligé ça, puis c'est vrai qu'en chirurgie, puis on est fautif aussi, nous, en microbiologie, parce que souvent on disait, oui, les prophylaxies chirurgicales devraient être, et on s'aperçoit que nos bonnes bactéries, finalement, le microbiome joue un rôle très important dans notre propre défense, et on a probablement plus de bactéries que de nos propres cellules. Hein. On est à la limite plus une bactérie que nous-mêmes, dans le sens qu'on a plus de bactéries dans nous qu'on a de cellules, puisque notre tube et 80% de nos bactéries sont dans notre tube digestif à peu près. Et 80% de notre système immunitaire, notre microbiome, c'est notre tube digestif. Et c'est quand même fascinant de penser que à l'intérieur de nous, hein, donc dans notre tube digestif, on a cette quantité faramineuse de bactéries qui vivent et qui nous protègent. Okay? Souvent, les gens ont peur des bactéries en disant oh, j'ai peur d'attraper des microbes, etc. Mais à l'intérieur de nous, on a déjà une quantité faramineuse de ces bactéries qui vivent et qui sont en santé et qui nous protègent. Alors, c'est ce qu'on appelle le microbiome et on parle aujourd'hui de beaucoup de maladies où on dit que c'est finalement un débalancement de ce microbiome. Et le futur, c'est de dire, par exemple, une image, une cartographie normale du microbiome d'un individu. Et si on était capable de trouver qu'est-ce qui cloche dans le microbiome de quelqu'un, peut-être qu'on pourrait le corriger pour corriger la maladie. Et on dit qu'il y a des maladies comme la maladie de Crohn, la colique ulcéreuse, où on pense que le microbiome a de plus en plus de rôle à jouer. Il y a même aujourd'hui des études qui commencent à démontrer que dans les cancers, le microbiome aurait un rôle à jouer pour la survenue des cancers ou même la réponse à la chimiothérapie. Alors là, ça nous amène à parler de ce qu'on appelle maintenant le virome, qui est le microbiome des virus, qui est probablement aussi existant, mais comme c'est beaucoup plus compliqué d'aller cultiver des virus, on est très mauvais et on est encore très loin de comprendre le virome par rapport au microbiome. Donc déjà, on est au balbutiement du microbiome. Un jour, probablement, les gens comprendront mieux le virome. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de virus qui vivent en nous. Hein. On a tous fait la varicelle, la picote, ou beaucoup quand on était jeune. Puis le virus de la varicelle, il reste avec nous jusqu'à notre mort. Quand notre immunité diminue, ben ça devient le zona. Mais il est là avec nous continuellement. Le virus de l'herpès, c'est la même chose. Le virus qu'on appelle le cytomégalovirus, c'est la même chose. Donc, il y a beaucoup de virus qui vivent en nous, qui nous créent pas de problème tant qu'on est en santé, mais qui peuvent se réveiller un jour et donner des problèmes. Donc, tout ça, le virome, c'est aussi important là dans l'histoire. Et considères-tu qu'on est vraiment plus en danger qu'avant, ou du point de vue infectieux ou planétaire? Peut-être tu parlais des transports, le trop grand usage des antibiotiques, puis... Ouais. Je dirais que les défis sont différents et qu'on n'est pas plus en danger. On a aussi plus d'outils. L'exemple de la pandémie, c'est assez extraordinaire. C'est quand même la première fois dans l'humanité qu'en dedans de 2 ans, hein, on a trouvé le virus qui était la cause de la pandémie, on l'a identifié, on a un test pour le dépister, on a tellement de tests, on a des vaccins et on a des médicaments. Donc jamais dans l'histoire de l'humanité, on a réussi à faire autant de choses en si peu de temps. Alors, tu m'amènes sur le terrain de la pandémie. Qu'est-ce qu'une pandémie? Donc, pour l'auditeur non médecin. Alors, il faut essayer d'aller on va dire, par bulle et qu'est-ce qui est grand et qu'est-ce qui est petit. Une épidémie, c'est quand on a une augmentation du nombre de cas non attendus, mais dans un espace géographique qui est restreint. Donc, si par exemple, on a une épidémie on va dire, de méningite, disons, à Montréal ou à Québec,
ben ça touche Montréal, ça touche Québec, puis ça touchera rien d'autre. Il y a plus de cas de méningite qu'on aurait vu normalement. Ça, c'est une épidémie. Mhm. OK? C'est même plus gros qu'une éclosion. Une éclosion, c'est quand on a une augmentation du nombre de cas, par exemple, dans un CHSLD ou sur un étage d'hôpital. On dit aujourd'hui, on a plus de cas de telle infection qu'on aurait vu normalement. Une pandémie, c'est une épidémie, mais à l'échelle planétaire. C'est-à-dire quand il y a au moins 3 continents qui sont atteints par une augmentation d'un pathogène qui peut être connu ou nouveau ou pas. Par exemple, on pourrait avoir une pandémie d'influenza. La COVID, c'est nouveau. Donc, c'est une pandémie avec un nouveau virus, mais on a eu des pandémies d'influenza qui étaient des pandémies avec un vieux virus. Mhm. Donc, c'est tout simplement une augmentation du nombre de cas, mais à l'échelle planétaire. Et au point de vue épidémiologique, toi qui es un spécialiste dans ce domaine, qu'est-ce qui a permis à l'OMS assez rapidement de dire on est en pandémie alors qu'il y avait très peu de cas, là? Puis même, on se rappellera au Québec que le Québec a été fermé, si je me rappelle bien, il y a 2 ans, il y avait moins de 20 cas au Québec. Donc, ce sont des modèles mathématiques ou... Ben, c'est des modèles, on voit la transmission, la vitesse de transmission OK. d'un virus. On a vu que ça a commencé en Chine. Évidemment, la Chine, on n'avait pas toutes les données parce que la Chine ne donnait pas toutes les données probablement. Mais on voyait qu'il y avait quelque chose d'anormal parce que quand on fermait 50 millions de personnes quelque part, etc., c'est clair qu'il se passait quelque chose. Mais très rapidement, on a vu que le nombre de cas a augmenté un peu partout. Alors en Europe d'abord, rapidement les gens se sont aperçus que il y avait eu des éclosions, par exemple, dans des bateaux de croisière. Un bateau de Oui, croisière, c'est un on s'en environnement, rappelle. ouais, c'est un environnement fermé. Et rapidement, on se disait, mon Dieu, il y a 200 cas en 2 jours. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut se répandre comme une traînée de poudre. Donc, on a vu la capacité de propagation du virus très, très rapidement. Donc, ça a déjà montré qu'on était en face d'un virus qui se propageait rapidement. Donc, dans ce contexte-là, on voyait déjà où est-ce qu'on s'en allait. Du point de vue scientifique, quelle est l'origine aujourd'hui la plus probable du virus de la COVID-19? Bon, ce qu'on sait, c'est que en 2013, il y a un article qui a été publié qui parlait d'un virus qui ressemblait beaucoup à ce virus qui a été trouvé en Chine chez des chauves-souris. Alors, on sait que les chauves-souris, c'est souvent un problème pour les humains parce que ce sont des mammifères. Hein. Rappelle-toi, Ebola venait de la chauve-souris, par exemple. Donc, les chauves-souris sont souvent des réservoirs de virus pour les humains. La chauve-souris, c'est par exemple l'animal le plus problématique pour la rage. Hein. Donc, même au Québec, là, c'est une maladie heureusement très rare, mais la rage survient toujours dans des cas de contexte de chauve-souris. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la chauve-souris? La COVID était probablement présente, enfin le virus qui ressemblait chez les chauves-souris. Il a été isolé dans le laboratoire de Wuhan en Chine. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il y a eu des erreurs de manipulation qui ont fait que la souche s'est retrouvée en circulation et a contaminé des gens qui travaillaient là-bas et puis rapidement s'est propagée dans l'environnement à Wuhan et on s'est retrouvé avec la COVID-19 telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, comme les gens voyagent énormément à notre époque, on a vu que la capacité de se propager de ce virus-là a été énorme. Quoi. Donc, l'hypothèse la plus probable, c'est vraiment comme une erreur de laboratoire, ça. C'est dans les milieux scientifiques, là. Il y a toutes sortes de gens qui ont toutes sortes d'hypothèses. Mais l'histoire de dire on a fabriqué un virus, moi, j'y crois pas. Parce que fabriquer un virus, c'est fabriquer la vie. Et on n'est pas capable encore de fabriquer la vie, c'est beaucoup trop complexe. Même un virus qui a l'air de quelque chose de très simple, hein, fabriquer un virus, c'est de capable de prendre du matériel génétique, de le mettre ensemble, de le concevoir pour qu'il puisse se répliquer. On n'est pas à cette étape-là. Donc moi, je pense pas qu'on soit capable de fabriquer la vie. Est-ce que le virus a été modifié? Ça, c'est possible que le virus a eu des modifications dans le contexte d'études. Il y a d'ailleurs une investigation là-dessus, mais on n'a pas tous les éléments parce que l'OMS n'a pas pu aller en Chine faire une enquête et puis un jour on connaîtra l'histoire peut-être dans une centaine d'années. Avant, j'espère. Dis-moi, pour toi qui es spécialiste dans le domaine, une pandémie comme la COVID-19, est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar au point de vue intellectuel ou professionnel? Ou...
je dirais pas un rêve et je dirais pas non plus un cauchemar. C'est sûr que quand on est résident en maladie infectieuse, donc moi j'ai quand même fait ma résidence il y a pas mal d'années. Hein. J'ai fini ma résidence en 1994, donc c'était pas hier. Mhm. Et à ce moment-là, on parlait de pandémie, mais c'était quelque chose d'abstrait, Tout à c'était fait. quelque chose de Mm. bon. On lisait ça dans les livres d'histoire et on n'avait pas les mécanismes et les méthodes qu'on a aujourd'hui. On a vécu une mini-pandémie en 2009 avec le H1N1, l'influenza. Ça a été une espèce d'exercice, on va dire, de répétition sur certains aspects. On a vécu une possible pandémie avec Ebola en 2014, mais là encore, c'était pas du tout l'ampleur de ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, une pandémie, c'est certainement, je dirais, une fois dans sa vie qu'on vit Mm. ça, Mm. une fois dans sa vie professionnelle qu'on vit ça. Et c'est certainement des défis extraordinaires qu'on doit relever. Je pense que tout le monde a relevé ces défis. Bien sûr, les gens dans ma spécialité, mais tous les médecins ont dû relever ces défis. Et puis, écoute, moi, j'ai été quand même fasciné de voir qu'à un moment donné, j'avais mes collègues chirurgiens et chirurgiens vasculaires qui faisaient de l'unité COVID avec nous, puis qui finalement ont complètement abandonné la chirurgie parce que tu le sais, ils s'en faisaient plus à un moment donné. Donc, on a vu comment les gens sont revenus à de la médecine plus de base. Euh, Puis aussi, je pense que c'est un apprentissage, une richesse extraordinaire pour les gens qui étaient en formation actuellement, probablement dans toutes les spécialités, parce que un jour, ces gens-là, s'ils sont pris avec une nouvelle pandémie dans 30 ans, 40 ans, ils auront été ceux qui auront vécu la précédente, donc ils auront une certaine expérience Mhm. et ce que personne n'avait. Donc, pour moi, c'était ni un cauchemar ni un rêve. C'était, je dirais, un énorme Un défi défi, qui c'est nous ça. a rendus très humbles parce qu'on s'est Mm. aperçu qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaissait pas et qu'on a dû apprendre sur le tas. Avec le recul, après plus de 2 ans, tes premiers souvenirs de la pandémie, là, le Québec a été fermé à la mi-mars, là, vers le 11 ou le 13 mars, mais un peu les quelques semaines auparavant, on savait que ça s'en venait. Là. Te rappelles-tu tes premières réflexions ou ton état d'esprit ou ce que tu envisageais? Oui, alors ma première réflexion, en réalité, nous, en maladies infectieuses, on regardait, parce qu'on a des revues spécialisées, on a reçu une alerte, et puis moi, je fais partie d'un groupe qui reçoit des alertes de maladies infectieuses comme ça. Donc, au mois de novembre 2019, il y a un article qui est sorti dans quelque chose un truc qui s'appelle ProMed, qui était un truc un peu obscur, qui parlait d'une pneumonie sévère en Chine. Et donc, entre moi puis mes collègues ici, on commençait à nous circuler ça, on trouvait ça bizarre, Mhm. mais ça avait comme, disons, alerté un petit peu je dirais, ça nous avait alerté un petit peu, mais on n'avait pas porté plus attention que ça. À partir du moment où ça a commencé à flamber en Chine et on voyait ce que ça faisait, là, on se retrouve au début du mois de janvier. Là, on était plus inquiet. Et moi, je travaille évidemment au Jewish et le Jewish, c'est un peu l'ONU. Et donc, on avait beaucoup de patients de Chine qui revenaient après le Nouvel An chinois. Donc, on est à la début mi-janvier. On a beaucoup de patients de Chine qui reviennent OK. après le Nouvel An chinois et qui avaient voyagé. Et ils nous racontaient tous que il y avait la grippe en Chine, la grippe était sévère, ils étaient malades, on les isolait déjà et on voyait que c'était beaucoup plus gros que Wuhan parce que d'ailleurs nous c'est pour ça on a pris des mesures dès le début qui étaient beaucoup plus drastiques que ce que recommandait la santé publique ou quoi que ce soit parce que on voyait que c'était pas juste à Wuhan. Les gens nous disaient ah, moi, je viens de telle région. On prenait une carte, c'était à l'opposé de Wuhan. Ils nous disaient tout le OK. monde est malade. J'ai pris le train pour aller à Pékin pour prendre l'avion. Tout le monde était malade dans le train. OK, Alors on OK. s'est dit C'est bon, comme dans les films, comme dans Contagion, là, ou je ne sais trop, là. alors, il disait ben écoute, on s'est dit il se passe quelque chose de plus que ce qu'on pense. Et après Mhm. ça, on a vu que euh, donc on a commencé un peu à se préparer, un peu en se disant bon, il faut faire des protocoles. Si on a des patients qui viennent de Chine, comment on va les traiter? C'est comment ce virus? Donc on était, je dirais dans cette phase préparatoire. L'hôpital, qui est un hôpital où on avait déjà une unité qui a été fabriquée pour la pandémie dans notre nouveau pavillon. Donc, on a eu une désignation pour être l'hôpital, entre guillemets, pour recevoir les premiers patients. Donc là, on a préparé en début de janvier, fin janvier, début février, on a commencé à se préparer, on a fait des simulations avec l'urgence, etc. OK. Et puis on s'est équipé, on a acheté beaucoup d'équipements.
Et après ça, moi, je suis parti en vacances les 2 dernières semaines de février. Donc, j'étais à l'extérieur. C'était un peu avant la relâche. J'étais à l'extérieur du Québec. Et puis, c'est drôle parce que j'étais même avec des amis qui sont eux aussi médecins. J'étais sur un bateau de croisière OK, et déjà, si on je a leur disais, je testé, leur testé le système. alors, je leur disais déjà, ouais, vous savez, il faut faire attention. On touchait pas les, tu sais, on prend les escaliers. Puis moi, je suis quelqu'un qui prend toujours les escaliers, même à l'hôpital. Alors, je dis, on prend les escaliers, faut pas toucher les rampes, faut faire attention. Mais bon, mais finalement, il s'est rien passé. Mais j'ai eu un appel d'une de mes collègues qui est à Verdun, qui m'a appelé le 27 février 2020 pour me dire qu'elle avait le premier cas de COVID confirmé au Québec et qui était quelqu'un qui revenait d'Iran. On savait qu'en Iran, il y avait une catastrophe qui était évidemment pas dit de façon explicite, mais on savait que le nombre de cas était énorme, les décès, etc. Et c'est comme ça que le premier cas a commencé. Puis à partir de là, on a eu un premier cas ici, on a commencé à avoir des transferts. Et rapidement, on voyait c'était la période de relâche. On voyait que comment les gens commençaient à revenir de la relâche et on commençait à tester le monde ici et là et on avait des cas positifs. Et puis, tout s'est accéléré. À partir du moment où, je pense, le 11 mars, on a vu qu'on a eu une pandémie, là, ça a été littéralement une véritable catastrophe et le monde a changé. Hein. Tu as dû Ouais, voir ça. Du jour au lendemain, on a fermé toutes les cliniques externes. tout à fait. Il y avait plus de salles d'op. Tout était comme... jamais personne n'aurait pensé qu'un hôpital pouvait changer si rapidement de telle activité à telle activité. Les cas que tu as eu au début janvier, donc, il n'y avait pas de diagnostic à ce Non, tout moment-là. à fait. OK, OK. Alors, non seulement on n'avait pas de diagnostic, mais on avait des tests, mais ils fonctionnaient pas très bien. Donc, on avait testé quelques patients, puis ça a pas marché. Mais probablement que les tests n'étaient pas au point. Et puis, mais on les avait testés aussi pour d'autres choses. On avait dit, est-ce que c'est l'influenza, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, puis c'était rien de tout ça. Donc, finalement, c'était peut-être la COVID, mais on le savait pas. OK, mais plus probablement, avec le recul, c'était ça. Avec le recul, il y a des chances, tout à fait. À l'heure actuelle, avec cette 6e vague qui est en route, là, comment vois-tu les prochains mois? On avait espoir peut-être d'avoir un printemps plus tranquille, puis là, on a encore une Ouais. recrudescence des cas. Ouais. Moi, je suis assez optimiste parce que j'ai vécu la première, la deuxième, la troisième vague, surtout la première et la deuxième. Ce qu'on vit actuellement, ça n'a rien à voir avec la première vague. Mhm. C'est-à-dire que, premièrement, l'hôpital continue de fonctionner. Hein, on n'est pas dans un état de délestage, de tout fermer, etc. Donc, clinique externe tourne à plein régime. La société est pleinement ouverte et le système de santé n'est certainement pas écrasé. La majorité des cas de COVID qu'on voit hospitalisés, ce sont des gens qui sont hospitalisés pour autre chose. Hein. Quand on a 20 cas de COVID, il y en a 4 qui ont vraiment la COVID comme diagnostic principal. Les autres, c'est des patients qui viennent accoucher, des Mhm. gens en psychiatrie, des gens qui rentrent pour des conditions chirurgicales urgentes qu'on teste, qui ont une appendicite aiguë ou une cholécystite aiguë. On a même un patient aux soins intensifs qui a une dissection de l'aorte, donc qui a une maladie sévère, mais qui a testé positif pour la COVID, qui est compté comme une COVID aux soins intensifs, mais il n'est pas du tout aux soins intensifs pour sa COVID. Donc, l'image de la COVID est très différente. Je pense le fait qu'on a maintenant une population très vaccinée fait que l'impact de la maladie n'est plus aussi sévère que ce qu'on avait auparavant. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je dirais, qui est important aussi à se rappeler, c'est que la COVID, finalement, on a aujourd'hui beaucoup de médicaments qui nous permettent de traiter la maladie alors qu'on n'avait pas ça auparavant. Et ces médicaments-là nous permettent de beaucoup réduire le risque de complications et le risque d'hospitalisation. Avant d'aller à la pause, quel est l'usage que vous faites actuellement de ces médicaments-là? Faut identifier les patients au début, au diagnostic ou les antiviraux? Alors, il faut les identifier rapidement, mais c'est en train de se démocratiser, c'est-à-dire que les gens qui ont des facteurs de risque, moi je suis assez libéral dans la prescription, les gens qui ont des facteurs de risque, vaccinés ou pas, j'ai tendance à les traiter et on voit l'impact que ça diminue la sévérité de la maladie, surtout si on l'administre très rapidement. Donc, on sait que les études ont démontré que ça réduisait l'hospitalisation pour des gens à risque et en gros, c'est ce qu'on va devoir faire dans le futur, c'est que les gens qui sont à risque, il va falloir les traiter de façon rapide avec ce genre de médicaments. Mais on a tellement avancé dans le traitement de la COVID que là, on a des médicaments aussi pour prévenir, même à la limite, il y a des médicaments, ce qu'on appelle la PrEP, donc la prophylaxie pré-exposition. En OK. d'autres mots,
Un patient, par exemple, qui aurait un cancer avec une chimiothérapie intensive à risque, on pourrait lui donner ces anticorps monoclonaux qui préviendraient le patient d'attraper la COVID parce qu'il répondrait pas bien au vaccin. On a aussi, on voit de plus en plus sur la planète des études qui vont regarder ce qu'on appelle la prophylaxie post-exposition. Donc, un patient à risque, quelqu'un chez lui à la maison testerait positif pour la COVID. À ce moment-là, ce patient-là, on pourrait le traiter en prophylaxie pour qu'il développe pas la maladie. Et finalement, on a maintenant des traitements actifs, si on les donne rapidement, qui diminuent l'impact de la maladie. Donc, l'image de la COVID a vraiment changé. C'est un peu le même concept qu'avec le VIH, finalement. Tout à fait, la PrEP qu'on appelle. Les expositions accidentelles. On prend une courte pause et on revient avec Dr. Carl Weiss, qui est microbiologiste et infectiologue à l'Hôpital général juif de Montréal. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Carl, on a parlé il y a en début d'entrevue, finalement, du début de la pandémie, mais comment définir la fin d'une pandémie? Puis, dans le cas qui nous intéresse, les prévisions les plus optimistes et les plus pessimistes, peut-être. Les prévisions, c'est qu'on va avoir une période d'endémie. Je pense que l'idée, c'est qu'on ne se débarrassera pas de ce virus du jour au lendemain. On va rester avec une période d'endémie. C'est un virus qui va persister dans notre environnement, avec lequel il va falloir apprendre à vivre. Donc, c'est un virus respiratoire. C'est un virus très contagieux. C'est un virus qui a des réservoirs animaux. Réservoirs animaux, on a vu que ce virus, on pouvait le trouver chez le chevreuil, on pouvait le trouver chez les félins, il y en a dans la chauve-souris. Ce que ça veut dire que comme on ne pourra pas éliminer tous ces animaux, donc le virus pourra se retrouver dans des espèces animales où il va pouvoir rester comme un réservoir et revenir dans l'espèce humaine. Donc, par exemple, un virus qui est uniquement chez les humains, c'est la variole, ce qui nous a permis d'éradiquer la variole sur Terre en 1977 parce qu'en vaccinant tout le monde, on a réussi à éliminer la capacité du virus d'infecter des humains. Et comme ça n'infectait que les humains, à ce moment-là, le virus n'avait plus personne à infecter, donc il a disparu. Okay? Donc de la même façon, on ne pourra pas faire disparaître la COVID. Par contre, le fait que de plus en plus de gens ont été vaccinés, parce qu'on a donné tout vaccin confondu, il y a plus de 10 milliards de doses de vaccins qui ont été administrées à date sur Terre. Donc jamais dans l'histoire, on a donné autant de vaccins pour une maladie que ce qu'on vient de faire là. Donc le fait qu'il y a des vaccins, le fait que les gens beaucoup se sont infectés, donc ils vont acquérir une certaine immunité, tout ça, ça va faire que, à plus long terme, on va avoir une protection immunitaire contre la COVID sévère. Et donc, on va devoir vivre avec un virus qui va nous rendre pas trop malades, okay, mais qui va être présent. Et on va donc être capable, on va être capable de vivre avec, mais on verra de temps en temps chez des patients immunosupprimés des formes plus sévères, mais on va devoir, moi je pense, avoir un scénario où on va apprivoiser le virus. Puis même au niveau des soins de santé, on ne pourra pas garder tout le monde isolé pendant 10 jours chaque fois que quelqu'un va faire la COVID. Donc, parce qu'on sait qu'on peut se réinfecter, on pourra se réinfecter avec des souches qui vont être très différentes de la souche qu'on a eue initialement. Donc, ceux qui ont eu, par exemple, la COVID depuis, on va dire, le 20 décembre au Québec 2021, ils ont tous eu Omicron. Et donc, que ce soit le BA1 ou le BA2, peu importe, ces gens-là sont protégés contre les autres souches. Mais ceux qui ont eu la COVID au début, ils peuvent se réinfecter avec Omicron. Donc, éventuellement, si le virus reste là dans 3 ans, les gens qui ont fait Omicron maintenant, ils pourront attraper la COVID encore si le virus est très différent. Mais les gens seront tellement protégés au point de vue immunitaire que la maladie sévère, ce sera probablement pas un enjeu à ce moment-là. Penses-tu que le vaccin va demeurer peut-être de façon combinée avec le vaccin d'influenza ou est-ce que c'est un scénario qui est envisageable?
Oui, c'est un scénario. Il y a même des compagnies qui travaillent sur des vaccins Des qui seraient vaccins des vaccins combinés? OK. polyvalents, là. Surtout que les vaccins contre l'influenza ne sont pas des très bons vaccins. Le vaccin de Mhm. la grippe, c'est un vieux vaccin avec une vieille technologie. Donc là, il y a des compagnies qui travaillent sur des nouvelles modalités de vaccins là, pour améliorer aussi le vaccin. Actuellement, on est au début avril. On parle peut-être de l'abolition du port du masque prochainement. Est-ce que la nouvelle vague vient un peu, selon toi, remettre en question la pertinence de cette décision-là pour le gouvernement? Ben, moi, je pense qu'il faut être prudent. Le masque, c'était extrêmement utile. Au début, ça nous a beaucoup aidé. Je pense que les masques continuent de beaucoup nous aider. Il y a des endroits où on n'enlèvera pas les masques, que ce soit à l'hôpital, dans les transports en commun, etc. Le masque va rester de toute façon facultatif pour les gens qui ont des facteurs de risque et les gens qui sont malades, qui ont des facteurs de risque, vont continuer à vouloir porter le masque et c'est correct ainsi. Est-ce que ça vaut la peine de continuer dans le contexte actuel de porter le masque pendant encore 2, 3 semaines? Moi, je pense que oui, il y a une certaine utilité. On sait que les masques sont utiles, on sait que ça diminue de façon importante le risque de transmission. Bon, 2 semaines de plus, ça ne changera pas grand-chose, OK. mais c'est clair que c'est sûr qu'à un moment donné, les gens ne voudront plus porter le masque, surtout à l'extérieur. Mhm. Mais je dirais que globalement, tu sais, pour toi et moi, porter un masque, ça a toujours fait partie de notre folklore, hein, surtout toi en chirurgie. Mhm. Porter un masque, c'est normal. Mais pour la majorité des Québécois, porter un masque, c'était quelque chose qui était du domaine, là, justement, de la médecine, de la chirurgie, de la salle d'opération. Tout à Mais fait. mais tout le monde s'est habitué au masque. Les gens ont apprivoisé le masque, Mm. globalement. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la majorité des gens au Québec, tout le monde a porté un masque, alors qu'il y a 2 ans, c'était une minorité de gens qui savaient c'était quoi porter un masque. Euh, En fait, ce que j'ai peut-être réalisé, moi, c'est qu'on aurait dû porter plus le masque avant, là, comme, mettons, dans les périodes d'influenza ou dans les périodes de gastro-entérite. Rétrospectivement, je me dis que ça n'avait aucun sens, là. Parfois, on faisait des cliniques externes de 30-40 patients Mhm. en pleine période Période. d'influenza, pas de masque. Ça, Ouais. j'ai l'impression que ça, peut-être, ça va rester dans les cultures. Est-ce que c'est possible? Ça va rester dans les cultures, je pense, parce qu'on a vu, d'ailleurs, il y a des pays, les pays asiatiques où le port du masque est beaucoup plus implanté d'un point de vue culturel. On a vu qu'avec la COVID, pour plein de raisons, le port du masque a éliminé beaucoup d'autres virus respiratoires. Donc, c'est sûr qu'en pleine période hivernale, quand il y aura beaucoup de rhume qui va Mhm. circuler ou beaucoup d'influenza, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, ben, regardez, à l'école, portez un masque, etc., parce que ça va certainement avoir un impact sur le nombre de cas qu'on va avoir. Donc, oui. Est-ce que est-ce que le manque d'accès aux vaccins pour les pays sous-développés est un enjeu selon toi? Ou parce que là, tu parlais de la très grande vaccination de la planète, mais il y a une très grande discordance entre l'accès aux vaccins selon les pays, selon les revenus. Je dirais que oui et non. L'accès au vaccin est quand même relativement facile. Il y a beaucoup de vaccins qui sont disponibles sur la planète. Il faut faire attention parce qu'il y a des pays relativement pauvres qui ont très bien fait en vaccination. Je OK. pense par exemple au Vietnam, au Cambodge. Il y a des pays comme il y a des pays d'Amérique centrale qui sont pas des pays très riches qui ont très très bien fait. Il y a aussi des pays plus riches en Europe de l'Est là, comme la Pologne ou la République tchèque ou la Slovaquie ou la Hongrie, qui ont des systèmes de santé beaucoup plus sophistiqués, qui ont plus d'argent et qui ont très mal fait parce que là, culturellement, les gens voulaient pas se faire vacciner. OK. Donc, donc, il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui ont quand même eu des taux de vaccination qui sont pas si mal. Alors, oui, il y a des enjeux de distribution des vaccins, mais il y a aussi des enjeux d'acceptation des vaccins dans ces pays-là où c'est pas toujours évident de faire une campagne de vaccination. OK. J'aimerais t'entendre peut-être tu parlais justement du fait d'apprendre à vivre avec le virus. Actuellement, pour les travailleurs de la santé, là, c'est variable d'un hôpital à l'autre, mais à Québec, un travailleur de la santé qui est malade est retiré de son milieu de travail pendant 10 jours. Puis en même temps, le discours que l'on entend, c'est on doit apprendre à vivre avec le virus. Je donne mon exemple. Moi, j'aurais été en forme pour travailler probablement hier. Là, donc, là, puis c'est une réflexion qui court, là, de dire est-ce qu'on retire les gens trop longtemps? Puis finalement, est-ce qu'on nuit au système de santé globalement en étant encore aussi prudent maintenant qu'on pouvait l'être il y a 2 ans lorsqu'il n'y avait pas de vaccin et lorsque les gens étaient plus malades de la COVID?
Oui, ben, je pense qu'il va y avoir un ajustement qui va se faire parce que le fait de ne pas avoir un chirurgien qui opère, ben, ça implique des problèmes de délestage, ça implique plein de gens qui ont besoin d'avoir une chirurgie qui ne l'auront pas. Puis on sait que le nombre de chirurgies actuellement au Québec en attente est extrêmement élevé. Donc, puis c'est vrai dans toutes les spécialités, d'en retirer des infirmières continuellement, etc., ça crée des problèmes de délestage. Alors, à un moment donné, il va falloir voir l'impact et l'équilibre entre les deux. Donc, moi, je pense que il va y avoir un apprentissage et un ajustement. On a même vu que dans des circonstances très particulières, même aux États-Unis, euh, on a dit que les gens pouvaient revenir travailler après 5 jours s'ils n'étaient pas très malades. De toute façon, ils portent un masque, les patients portent un masque. Alors, en mettant des masques et surtout des N95 à tout le monde, Mhm. euh, je veux dire, je pense qu'il y a un apprentissage et on est encore dans cette période d'apprentissage. Mais penses-tu qu'on pourrait envisager la position un travailleur de la santé qui teste positif à la COVID, finalement retourne travailler dès qu'il se sent bien avec un masque N95, peut-être après 48 heures dans certains cas? Ben, ça a déjà été envisagé avec une période de 5 jours, c'est-à-dire qu'un Ouais. travailleur de la santé qui est complètement asymptomatique ou peu symptomatique, affébrile, qui porterait un N95 et qui retournerait travailler, pourrait dans certaines circonstances le faire, dans des circonstances où on a un manque d'effectifs, on a un problème de délestage important. OK. Alors, mais c'est un apprentissage. Est-ce qu'il y a un risque de transmission? Oui. Mais l'hôpital, on le sait, est un endroit qui est relativement bien contrôlé. Moi, je dis toujours aux gens, dans un hôpital, quand tout le monde porte des masques, on fait plus attention, on a des visières, etc., les gens se lavent les mains, etc., c'est beaucoup plus contrôlé que d'aller faire son épicerie, ou peut-être qu'à l'épicerie, il y a plein de gens qui seraient porteurs et qui le disent pas, qui portent mal leur masque, etc. Mhm. Et ces gens-là, on leur demande pas de rester chez eux pendant 10 jours, là. Mhm. Alors, le risque, il est probablement plus grand quand on prend le métro à Montréal où on va faire son épicerie que à la limite, que quand on a un travailleur de la santé très peu symptomatique, qui est toujours 5 de sa maladie, qui porte un N95 et disons qui va aller faire des procédures à un moment donné. Donc, c'est une évolution avec lequel, mais c'est comme tout dans la vie, il y a un apprentissage. Tu sais, c'est quand, c'est probablement, euh, moi, je me rappelle quand j'étais externe en chirurgie, je faisais des histoires de cas pour des gens qu'on admettait pour des cholécystectomies électives, là, qui restaient 7 jours à l'hôpital, là. Alors aujourd'hui, c'est plus ça que vous faites, là. Non, non, Et, c'est ça. mais tu sais, il y a eu un apprentissage, là, je pense que, alors c'est un peu, on est dans le début du commencement de la COVID et on apprend. Puis avant de passer à la conclusion, quel genre d'été va-t-on passer selon toi? Ah, moi, je pense que je suis très optimiste. Je pense qu'on va passer un bon été parce que l'été, c'est un virus respiratoire. Il y aura moins de cas, premièrement. Deuxièmement, beaucoup de la population québécoise sera déjà soit infectée et vaccinée. Bon, au Québec, quand même, plus de 80% des gens ont été vaccinés, plus de 85%, ce qui est quand même très bon. Donc, des gens doublement vaccinés ou triplement vaccinés, certains même quadruplement avec des maladies chroniques, beaucoup qui ont fait la COVID. Moi, je suis très optimiste pour cet été. Vois-tu encore des gens non vaccinés actuellement qui arrivent très malades ou qui meurent d'un COVID? Oui, on en voit encore quelques-uns. Je dirais que le pire des cas qu'on voit, c'est des gens dans la quarantaine, la cinquantaine, relativement en bonne forme et avec des facteurs de risque comme obésité, hypertension, diabète, etc., Mhm. non vaccinés, qui arrivent et qui sont encore très malades. Puis c'est désolant parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec le vaccin, il y a des choses qui auraient pu être évitées. Et donc, se retrouve avec des patients qu'on doit des fois intuber ou mettre sur OK. de l'oxygène à haute concentration pendant longtemps. Donc, ça arrive. C'est plus du tout comme c'était au début, mais ça existe. C'est bien. Ça complète le segment principal de l'entrevue. Il y a une petite section baguette magique dans ce balado, Carl. Alors, je te donne une baguette magique et je te laisse changer une chose dans le système de santé instantanément aujourd'hui. Ce serait quoi? Moi, je dirais que c'est la décentralisation. Je pense que le problème du système de santé, c'est qu'on veut tout régler d'un point de vue bureaucratique au sommet et qu'on veut donner des normes et des critères à tous. Et il n'y a rien de mieux que un propre hôpital qui fait ses propres structures et qui laisse aussi une certaine compétition. Si tu travailles dans un hôpital et vous avez des façons innovatrices de faire les choses, pourquoi ne pas les offrir à tout le monde de façon je vous dirais, le plus possible. Donc, il va falloir
une décentralisation, une latitude locale, cette espèce de philosophie de top-down qui a envahi la bureaucratie du ministère de la Santé, je pense c'est temps que ça disparaisse. Et si je reprends la baguette magique et je te permets de rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée, ce serait qui? Ah, moi, je te dirais une personne que j'aimerais rencontrer, c'est Winston Churchill. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour des gens comme Winston Churchill parce que c'est celui qui avait toujours raison envers et contre tous et qui ne se laissait pas plier par certaines modes. C'est-à-dire que même quand les gens allaient d'un côté, il a toujours gardé, je dirais, ses pensées, sa façon de penser, etc. Et puis, après tout, comme il dit, il a survécu à 2 guerres mondiales, a fumé le cigare et a bu du scotch tous les soirs. Et en dépit de tout ça, il est mort à 93 ans en ayant eu un prix Nobel de littérature. Donc, la seule chose que je dirais, c'est drôle parce que on a été tous les deux au même moment sur Terre pour une très courte période de temps parce que moi, je suis né au mois de décembre 1964, donc je suis né un 29 décembre 64 et il est décédé en janvier 65. Donc, Okay. on a partagé la planète pour quelques semaines. Et si je ne m'abuse, il a également survécu à quelques infarctus, donc Ouais. une vie bien remplie. Une vie bien remplie. Une cause qui te tient à cœur, une fondation, un organisme... Ben, j'ai pas quelque chose qui me tient à cœur en particulier, mais ce que je me dis qu'au Québec, il y a beaucoup de problèmes et je me dis ce qu'on devrait faire, on devrait avoir une espèce de service pour les jeunes où tous les jeunes Québécois qui finissent leur cégep devraient faire 6 mois dans un organisme caritatif pour aider les gens au Québec. Il y a tellement de causes. Moi, je pense par exemple aux gens qui sont des gens qui vivent dans la rue, qui sont des gens, des itinérants. Je pense aux causes des femmes qui sont abusées, qui ont besoin de support, etc. Et je pense que si il y a beaucoup de Québécois, de jeunes qui essaient de se trouver d'aller de par le monde pour aller aider ailleurs, alors qu'il y a énormément de causes ici. Et probablement, on l'a vu avec les CHSLD quand la COVID a frappé dès le début. Si on avait été capable de mobiliser les plus jeunes pour aller aider initialement de façon ponctuelle pour faire des choses simples. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont morts dans les CHSLD parce que c'était des diabétiques à qui on donnait plus leurs pilules et qu'on hydratait plus. Là. C'est incroyable qu'au Québec, on ait vécu ça en 2020 quand on se dit, tu sais, comment est-ce qu'on peut penser à quelque chose comme ça alors que si on avait un système qui permettait à tous les jeunes Québécois obligatoirement d'aller passer 6 mois dans un endroit où ils pouvaient justement contribuer à la société, mais aussi apprendre beaucoup probablement sur une base personnelle. Je pense que ce serait quelque chose qui serait, et puis ce serait redonner à la société quelque chose d'important. C'est intéressant. Ça viendrait remplir ce que le service militaire vient faire dans plusieurs pays. Là, les jeunes qui vont faire leur service militaire, qui parfois, à ma connaissance, n'en est pas tout le temps un. Là. Parfois, effectivement, il y a une vocation. Donc, ça pourrait être une façon justement d'aller aider beaucoup d'organismes qui, à mon sens, font un travail extraordinaire, mais qui sont dénués de ressources et qui pourraient justement et puis, finalement, ce serait un apprentissage et une richesse pour tous. Hein. C'est une excellente idée. J'ai envoyé le segment d'entrevue au premier ministre. Ah. Une dernière pensée pour nos auditeurs avant de retourner à tes occupations? Ben, écoutez, je pense qu'on a vécu au Québec quelque chose qui va rester dans notre histoire. On aura dans 100 ans, les historiens diront, il y a eu l'après-Covid au 21e siècle et la post-Covid. Puis on a vu quand même ce qui s'est passé dans le monde. On a vu qu'au Québec, il y a eu aussi des tensions entre des groupes, etc. Mais je pense que globalement, la société québécoise a été très solidaire dans son ensemble. C'est-à-dire les gens ont été très disciplinés. Et je dirais que les grands gagnants de la pandémie, c'est la population. Hein. Les gens sont allés en ligne tranquillement, se mettre en ligne pour se faire vacciner. Puis les gens se sont fait tester en attendant des fois des heures pour être testés, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a eu un reset de la société sur beaucoup d'aspects. Le télétravail, pour nous, la télémédecine, la façon dont les gens vivent, les gens sont peut-être retournés vers des zones plus rurales en se disant j'ai plus besoin de vivre au centre-ville de Montréal ou de Québec, là je peux être dans un endroit plus tranquille.
Donc, il y a un ensemble de choses. Alors, j'ai l'impression qu'on a appris beaucoup de cette pandémie, mais on n'a pas encore compris tous les impacts de la pandémie. Hein. Dans les années à venir, on va découvrir tout ce que ça va impliquer. Effectivement. Il y a des gens qui ont été très critiques, comme tu le sais, des mesures sanitaires. Puis, au début, on avançait un peu à tâtons. Hein. Même l'expression qu'on utilisait, c'était qu'on construisait l'avion en plein vol, mais puis on se comparait à nos voisins américains où ça avait l'air presque complètement libre assez rapidement. Mais tu me corrigeras, mais ce que je retiens, c'est que globalement, la mortalité au Canada a été 3 fois moins élevée qu'aux États-Unis. Oui, alors il faut faire attention parce que ça dépend où aux États-Unis, puis ça dépend où au Canada. Ça dépend où au Canada. C'est sûr qu'on a fait beaucoup d'erreurs là au Québec, au Canada. On a appris beaucoup, mais je pense qu'il faut apprendre de ces erreurs. Mais là, c'est clair qu'on est dans une société où maintenant on revient à une vie plus normale et on n'a pas le choix parce que les impacts sont trop grands pour tout le monde. Donc, point de vue social, psychologique, pour le développement des enfants. D'ailleurs, je disais tout le temps. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore évalué, mais les enfants qui sont nés pendant la pandémie, ils ont découvert un monde de masques. Et souvent, c'est les humains, on reconnaît les visages, parce que quand on est nouveau-né, là, ce qu'ils reconnaissent, c'est les visages. Puis ils vont avoir eu devant eux un monde de gens masqués. Alors, je ne sais pas quel impact ça va avoir dans la vie quand ces gens-là sont plus grands, là, mais ça, c'est quelque chose on n'a jamais vécu ça, quoi. Exactement. Alors, c'est la fin de l'entrevue. Donc, je remercie chaleureusement mon invité, le Dr Carl Weiss, qui est microbiologiste et infectiologue à l'Hôpital général juif de Montréal. Carl, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Jean-Pierre. Et j'espère que tu as aimé l'expérience, puis tu as soulevé toutes sortes d'hypothèses ou de sujets d'entrevue éventuelles. Donc, merci encore. Je remercie les auditeurs. Je vous invite à visiter le site web qui est www.baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Vous pouvez vous abonner au site web, vous abonner au balado sur la plateforme de votre choix, m'envoyer des commentaires ou des suggestions d'invités via le site web ou via la page Facebook. Et je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La Santé au-delà des mots. À bientôt.